Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. La corde, quant à elle, est utilisée pour attacher l'individu soumis à la question dans des positions plus ou moins douloureuses, évidemment plus ou moins agréables. On peut par exemple nouer une corde à chacun de ses pieds et les tirer dans 2 directions opposées pour lui écarter l'entrejambe. On peut aussi, à l'aide des cordes, garrotter le patient d'un lien si serré qu'il entame, qu'il pénètre les chairs. Ce procédé, particulièrement éprouvant, est d'ailleurs réservé aux prisonniers les plus résistants. Il est donc souvent administré vers la fin de la séance. Ce qu'on appelle alors la question de la pelote, qui évolue ensuite à l'époque moderne pour devenir la question des brodequins. Au cours d'une telle torture, le prévenu voit ses jambes encerclées de 2 planches de bois chacune, rattachées entre elles par des cordes. Les questionneurs enfoncent ensuite progressivement, je suis désolé de vous donner les détails, des coins entre les 2 planches du milieu pour resserrer l'étreinte des planches de bois sur les jambes. Évidemment, il n'est pas rare qu'une telle pression fasse éclater carrément les os du prévenu. Autre option, entourer la tête de l'accusé avec une corde pour la lui écraser. Alors le Parlement interdit assez vite le procédé. Dans un arrêt de 1491, la technique du touret, elle, compresse de la même manière l'entièreté du corps. La corde est aussi utilisée lors de la méthode de ce qu'on appelle l'estrapade, où le prisonnier, les mains reliées derrière le dos par un fil, est élevé jusqu'au plafond par ce fil grâce à une poulie. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la position. Les bras liés en arrière s'élèvent au-dessus de la tête du tourmenté pour porter le poids de son corps tout entier. Il y a de quoi lui retourner les épaules sur leur axe, en fait. Ça lui déchire évidemment les épaules. Si ça ne suffit pas, des poids particulièrement lourds peuvent être en plus attachés aux pieds de l'accusé pour l'étirer davantage. On peut l'asperger d'eau froide, le soulever très lentement du sol pour faire durer le supplice, pour le relâcher brusquement, ce qui provoque presque systématiquement la dislocation à ce moment-là des membres. Tout ça est absolument magique. Ayant subi cette torture pendant laquelle il supporte une ascension particulièrement longue, alors qu'il est affublé de poids de plus de 100 livres, vous avez un certain Raymond Postella qui finit par mourir, par exemple. C'est un fait plutôt rare et assez déconcertant pour l'époque parce qu'il est inscrit dans le droit romain que nul ne devrait souffrir de blessures irréversibles durant la question. Tu parles. C'est d'ailleurs précisément pour ça que la méthode la plus répandue au Châtelet, prison et lieu de torture principal à Paris, c'est celle du tréteau. C'est une technique d'extension, héritière du chevalet romain, qui exerce une tension permanente sur le corps du patient, alors que ses pieds et ses mains sont étirés dans des directions opposées. Le procédé, ce qui doit faire du bien au dos au départ, mais pas tellement bien après. Le procédé peut être aggravé en passant du tréteau au chevalet, un outil bien plus grand qui permet de distinguer une question dite modérée d'une question extraordinaire. Monsieur de Mille nous décrit d'ailleurs assez précisément la technique dans un ouvrage qui s'appelle Pratique criminelle. Mains et pieds liés de cordes par les questionnaires, il est mis en extension, la tête renversée en arrière et le petit tréteau est glissé sous ses pieds afin que son corps soit le plus tendu qu'il se pourra. Un autre des tourmenteurs, tenant serré le nez de l'accusé, lui verse dans la bouche le premier cauchemar d'eau pour de lui tirer la vérité. Mais le dit accusé ne confesse rien. Le grand tréteau est alors glissé sous les cordes pour mettre l'accusé davantage en extension. Joyeuseté. Comme vous le voyez ici, il arrive parfois que la question de l'eau soit donc associée au chevalet. C'est effectivement le moyen le plus sûr d'éviter les séquelles physiques visibles ou irrémédiables sur les prévenus. La combinaison de ces 2 méthodes provoque en général une sensation d'étouffement, menant parfois à l'éclatement des vaisseaux de la poitrine et expliquant donc certaines effusions de sang relatées par les greffiers dépêchés sur place. Vous me direz, pas du tout de séquelles, mon œil. Quant au supplice de la roue, qu'on connaît tous, encore une fois grâce au film ou au livre, méthode connue bien sûr, il commence lui aussi au statut de torture judiciaire puisqu'il constitue une peine d'exposition publique cette fois, douloureuse et humiliante. Et plus tard, il sera promu même au rang de peine capitale. Voici donc les différents procédés relatés dans les textes anciens pour tourmenter les prisonniers. Alors malgré tout, il y a quelques éclairs d'originalité qu'on peut noter, notamment dans le cas du procès de Jean Joly. Le pauvre homme est soumis successivement aux méthodes de l'extension et de l'ingurgitation avant de se voir forcé à avaler de l'huile et du vinaigre. On le fait ensuite vomir pour pouvoir recommencer le même supplice, et ça toute la nuit.
La pratique est pourtant excessive et dépasse les normes établies par le droit romain, encore une fois. Elle est donc aussi interdite en 1491, alors que le Parlement cherche à condamner les méthodes les plus brutales. De leur côté, les juges sont de toute façon pleins de ressources et développent des procédés non violents, mais coercitifs, qui ne manquent pas d'efficacité, vous pouvez me croire. On peut par exemple mentionner le transport de détenus de prison en prison toute une nuit durant, plusieurs jours de suite pour les empêcher de dormir, ou encore l'utilisation de menaces de mort et de chantage. Tout ça sera utilisé, encore une fois, par les nazis et les soviétiques. Certains juges assez vicieux aiment aussi effectivement jouer sur les cordes sensibles, sans jeu de mots, des prévenus, qui se trouvent devant eux en évoquant les conséquences funestes que pourrait avoir leur refus de coopérer. C'est-à-dire, en gros, si tu ne me dis pas ça, voilà ce qui va t'arriver. Il a notamment déjà été déclaré par la Cour qu'un prisonnier serait libéré sous 4 jours et sans torture s'il consentait à donner un aveu. Dans le cas contraire, il serait brûlé vif, laissant ses enfants seuls, pauvres et sans défense dans le monde. Il y a ici de quoi effectivement briser l'esprit d'un père, même si à l'époque on ne parle pas des enfants de la même manière. Il suffit par ailleurs, pour les plus peureux, entre guillemets, de les menacer de noyade ou de pendaison pour qu'ils craquent en un instant. Pas être peureux, c'est aussi, là aussi c'est humain. Dans cette logique, l'enfermement des prévenus dans une prison, le temps de recevoir leur dernier jugement ou d'être soumis à la question, est particulièrement efficace. Dans ces tombeaux de pierres sinistres, je dirais, c'est effectivement difficile de ne pas entendre les hurlements atroces de ceux qui déjà subissent leur sentence tortionnaire. Effrayés, obligés de se reposer sur leur imagination pour anticiper ce qui va leur arriver par la suite, les détenus sombrent dans le désespoir, évidemment. Certains deviennent fous même avant de voir leur premier tréteau. Là encore, les nazis utilisaient ces techniques-là. La Gestapo utilisait cette technique, notamment en France, on le sait, rue Lauriston, à Paris. Ils avaient des enregistrements même sonores de torture, de bruit, de hurlements, etc., ce qui faisait craquer les plus... même les plus durs, quoi. C'est très compliqué. L'ambiance lugubre des prisons n'est pourtant pas le pire supplice qu'on y trouve. L'air est vicié. La crasse recouvre les murs et les sols où les vermines se développent exponentiellement. Il fait sombre, il fait froid, la nourriture est rare, elle est sèche. Les conditions de vie y sont tellement insalubres, notamment dans les basses fosses, que l'incarcération même est comparée à une torture à elle seule. Et elle est vite considérée comme une des violences judiciaires les plus redoutées. Souvent couplé à un jeûne forcé, cassé quelques rares fois par un petit apport de pain et d'eau. L'enfermement des prisonniers est un moyen redoutable de les user psychologiquement, de les casser, on dirait aujourd'hui, avant même que la procédure extraordinaire ne soit commencée. Disons donc simplement que c'est une bonne chose que les conditions carcérales aient depuis été améliorées. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.